affronter l'État d'Israël aujourd'hui. Non seulement les tensions traditionnelles et de type ethnique ou religieux ne se seraient pas estompées avec le temps, mais d'autres fractures, notamment socio-économiques, ont vu le jour et constitueraient une bombe à retardement. Les clivages au sein de la société israélienne, on en parle avec Ofer Bronstein, politologue israélien, président du Forum international pour la paix, et Frédéric Ansel, maître de conférence à Sciences Po Paris et directeur de recherche à l'Institut français de géopolitique, auteur cette année d'Horizon géopolitique aux éditions du Seuil. Cet été, on a vu au mois de juillet les affrontements entre les ultra-orthodoxes et la police. Il y a eu toute cette vague de criminalité, notamment aux environs de Tel Aviv. Et avec la rentrée, on a assisté à une petite manifestation des Juifs éthiopiens qui protestaient parce qu'il y a une centaine d'enfants qui n'ont pas pu rentrer dans les écoles religieuses parce que noirs. Et quand on lit les analyses des journalistes ou des universitaires que vous êtes, il y a les mots qui reviennent souvent, communautarisme, atomisation de la société israélienne. Or, ces événements, ce sont des événements qui se passent un peu partout ailleurs. Et on voit quelqu'un comme Yossi Sarid, l'ancien ministre de l'Éducation, qui parle de désagrégation de la société israélienne. Est-ce le cas au Bronstein ou est-ce que c'est pour conjurer le sort? Bonjour madame, permettez-moi tout d'abord, puisqu'on se retrouve aujourd'hui, et de souhaiter à tous vos auditeurs juifs et musulmans de bonnes fêtes de Nouvel An pour les juifs et de bonnes fêtes de Ramadan pour les musulmans. Oui, en tant qu'Israélien, je suis absolument attristé et très inquiet de par le fait que la société israélienne est en train de se désintégrer, que la fracture sociale, économique, ethnique entre juifs et arabes, entre laïcs et religieux, entre séfarades, ashkénazes, entre nouveaux immigrants et anciens, s'aggrave. Les écarts économiques sont très importants. Vous avez cité 3 exemples de ces dernières semaines. Les affrontements presque hebdomadaires entre des ultra-religieux à Jérusalem, qui se font de plus en plus violents, et l'incident ou la réalité inadmissible du fait que quelques centaines d'enfants éthiopiens, parce que noirs, à 3 jours de la rentrée scolaire il y a quelques semaines, n'étaient pas admises dans quelques écoles de Petah Tikva, qui est un quartier au nord de Tel Aviv. Ce sont uniquement des symptômes, parce que l'intolérance dans la société israélienne est quotidienne. Les Éthiopiens, c'est pas la seule fois qu'ils subissent, qu'ils souffrent de l'intolérance de la société israélienne. Et ils en souffrent presque depuis qu'ils sont arrivés en Israël ces dernières années. La fracture entre laïcs et religieux, surtout à Jérusalem. C'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau. Ça a toujours été. Et ça a toujours été. Les Éthiopiens n'ont pas été intégrés dans la société israélienne. Ils souffrent d'intolérance dans le système éducatif où ils sont mal acceptés ou pas acceptés, comme on l'a vu à Petah Tikva. Et ils ont des problèmes. Une grande partie d'entre eux sont dans le chômage. Ils ont des problèmes d'intégration dans la société israélienne. La société israélienne, qui était basée sur la solidarité à sa création, qui était basée sur la fraternité à sa création, aujourd'hui est de moins en moins solidaire. Ce sont des valeurs qui évoluent aussi avec le parcours de cette société israélienne, qui est une société très moderne aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle était il y a 60 ans. Oui, mais Israël a une raison d'exister que si elle préserve des valeurs qui ont fait qu'elle est née, qui ont fait qu'elle s'est développée, qui ont fait qu'elle est devenue dans pas mal de domaines une société remarquable. Les nouvelles technologies, la science, la recherche, la médecine, qui ont fait vraiment une société de pointe. Et ce que la société israélienne à la base avait de remarquable, c'est qu'il y avait un système de santé très solidaire, puisque tout le monde pouvait avoir accès à la santé, une solidarité, un esprit de fraternité. Aujourd'hui, on voit que ça l'est de moins en moins. Dans le monde occidental aujourd'hui, Israël, après les États-Unis, est malheureusement au dernier rang des pays quand il s'agit des écarts entre pauvres et riches. Il y a un plus grand écart entre pauvres et riches en Israël que dans la plupart des pays occidentaux industrialisés. C'est inacceptable pour une société israélienne qui déjà souffre énormément
Vous savez, en Israël, 40% du budget israélien va aux militaires. À long terme, c'est absolument invivable. C'est pas normal, c'est pénible et c'est invivable. S'il n'y aura pas un changement de priorité dans la société israélienne, je crains, comme vous avez cité aussi Sari tout à l'heure, que la société israélienne risque d'aller à sa perte. Donc pour vous, c'est un peu l'abandon du secteur social ou des aides sociales tout simplement qui est à l'origine de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Pire que ça, Madeleine, c'est l'abandon des valeurs fondatrices de la société israélienne, de l'État d'Israël. Si ces valeurs-là sont abandonnées, Israël... Mais est-ce qu'elles sont abandonnées? Elles sont de plus en plus abandonnées et Israël risque d'être en état de danger de vie. L'existence même d'Israël peut être remise en question de par le fait que ces valeurs mêmes sont oubliées, ces valeurs mêmes sont abandonnées. Oui, on a vu les inscriptions sur les murs morts au blanc, c'est de la part des jeunes Éthiopiens qui se sentent exclus. Oui, Frédéric. Oui, pour l'essentiel, je partage le constat d'Ofer Bronstein, notamment sur le plan social, peut-être davantage que sur le plan, entre guillemets, ethno-communautaire, même si ces clivages se recoupent très souvent. Le modèle de la difficulté, de l'intégration difficile depuis maintenant plusieurs décennies, c'est par exemple celui des Marocains, toujours. 40, 50 ans, toujours. Et en tout cas, il y a une revendication sociale et identitaire extrêmement forte. Mais je voudrais quand même rebondir sur un paradoxe qu'Ofer connaît très bien. Voilà un Premier ministre, actuellement, Benyamin Netanyahou, qui fut ministre de l'économie et des finances, ultralibéral, pendant plusieurs années, sous le gouvernement Sharon. Il a mené une politique très, très dure sur le plan social. Voilà que ceux qui ont le plus pâti précisément de cette politique, continuent à voter pour lui et pour le Likoud. Alors, beaucoup ont voté pour Kadima, mais très franchement, le parti centriste Kadima, dont beaucoup d'ailleurs de leaders proviennent du Likoud, sont tout aussi libéraux sur le plan économique que les gens du Likoud. Et j'ajoute que au sein du parti travailliste, et je parle sous contrôle d'Ofer Bronstein, au fond, une bonne partie des caciques du parti travailliste ont eux-mêmes abandonné ce qui, et là je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, ont abandonné l'une de ces valeurs absolument fondatrices du sionisme et d'Israël, qui était le social. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous l'imputez aux dirigeants. Ah bah en tout cas, aujourd'hui, on a une classe dirigeante en Israël dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne se préoccupe pas beaucoup du social. Alors effectivement, il reste quelques personnes au Meretz, même si Sarid, qu'on a mentionné tout à l'heure, n'est plus ministre depuis maintenant quand même pratiquement 15 ans tout de même. Hein. Surtout pas au Meretz. Non, bah, oui, voilà. Peut-être même pas, non. Certains au Meretz, tu vois, je veux encore être optimiste. Et puis sinon, malheureusement, et je dis bien malheureusement, eh bien on trouve peut-être à chasse, oui, les religieux. Eh ben c'est ça. Alors ça, c'est pas un phénomène seulement israélien, tant s'en faut. C'est pas non plus un phénomène seulement juif. Mais lorsque l'État abandonne tout ou partie de ses prérogatives, de la nécessité, de sa mission, le terme est fort, sociale, on sait parfaitement que les religieux et les conservateurs s'en emparent. Et puis un dernier mot, parce que vous avez évoqué, Madeleine, les ultra-orthodoxes à Jérusalem. Je dirais que là, c'est un problème un peu différent. Il y a un nécessaire respect de la loi en Israël, État démocratique, c'est vrai à Jérusalem, c'est vrai ailleurs, et un certain nombre de Haredim, de craignants Dieu, comme on les appelle, ou d'ultra-orthodoxes, eh bien, se mettent en marge de la loi communément acceptée, même d'ailleurs par les religieux traditionnalistes, ou par les sionistes religieux. Et je pense que là, il y a un problème qui est beaucoup moins social qu'idéologique, religieux certes, mais idéologique au sens très fort du terme. Et d'ailleurs, ces ultra-orthodoxes, qui représentent aujourd'hui 7, 8, mais justement, 9% de la population. Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors environ 8-9% de la population, mais avec un taux de fécondité qui est 4 ou 5 fois supérieur, évidemment, à celui du reste de la population. Et surtout des gens qui s'exonèrent des règlements et des lois et qui irritent l'essentiel de la population israélienne. J'ai presque envie de dire, en guise de boutade, pour conclure sur ce point, la Madeleine, que les ultra-orthodoxes, parfois en Israël, recomposent à eux seuls une partie du lien qui existerait moins, disons, entre les autres parties de la population, tellement ils irritent les autres en ne faisant notamment pas l'armée. Et puis vraiment, promis, dernier point là-dessus, parce que sur le social, Ofer a parlé de 40%. Il faut être extrêmement précis. Très directement, le budget de la défense est passé à 11% ces dernières années. Il était de 33 en 74, qui a été l'année la plus coûteuse sur le plan militaire après la guerre du Kippour. En revanche, là où je te rejoins, c'est que un certain nombre de dépenses indirectes vont effectivement à ce qu'on appelle de manière générale la sécurité et la défense.